Voyage en récit, Gilles Cornec. et Geoffroy Scribe. Gilles Cornec, nous allons parler aujourd'hui ensemble d'un des 4 ouvrages de votre plume, intitulé Gilles ou le spectateur français, publié à la NRF chez Gallimard. Vous avez fini cet ouvrage en 1998, ici dans cette ville de Brest. Et peut-être pouvons-nous commencer par justement cette citation de la la 4e de couverture de Philippe Solers, qui écrit, puisque vous parlez dans ce livre du fameux tableau Gilles de Watteau. Philippe Solers écrit « Le Gilles de Watteau est l'un des tableaux les plus mystérieux du monde. Tout en lui est évident, lumineux, et tout est obscur. Qui est ce personnage de scène innocent? Peut-être idiot, profond et surface pure. D'où vient-il? Que montre-t-il? Que cache-t-il? Pourquoi une telle clandestinité en plein jour? Que font derrière lui ces comédiens et cette Anne? Nous sentons bien que, comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, un certain retournement ici nous regarde, Watteau nous voit, et peut-être que son silence est terrible. Il est au Louvre, à Paris, et en même temps définitivement ailleurs. Il fallait donc, sur cette énigme historique, une enquête audacieuse. La voici. Voici donc cette conversation avec vous, Gilles Cornec, pour aller plus loin dans cette enquête, vous suivre dans cette enquête, et peut-être pouvons-nous commencer par une citation de cet ouvrage. Basculant côté jardin, voici donc un équipage invraisemblable. Qui est-ce? Cassandre ou Pantalon? Crispin ou le docteur? L'acteur Poisson, grande vedette du temps? Ce serait justice. Le cabot, poisson commun en Méditerranée, n'est-il pas encore appelé tête d'âne? Il se marre, mais les autres ne le trouvent pas drôle. Il faut dire qu'il est crispant avec ses fossettes et son nez taillé en pointe. De quelle kermesse d'outre-tombe est-il le silène et le VRP? À travers quelle Cévennes de l'Hadès a-t-il fait route, sabot après sabot, sans lanterne et sans pilote? Nul ne le sait. S'il savait à quel point les coulisses du monde sentent la foire Saint-Germain, même litière, même déjection, s'il savait quelles intrigues se nouent dans le tas de décors et par quels trapillons enchantés on peut cornaquer ce genre de monture, s'il savait quel nombre de bécots rien moins que pudiques, quelle collection de fous rires assortis de jurons, un claqueur de vertugadin, un défaiseur de chignons tel que lui peut serrer sous sa calotte, monte-t-il un vrai bourricot, ou bien le mannequin de quelque tournoi satanique? Il ne répond jamais aux questions. N'est-ce pas assez drôle, en ramenant sa fraise dans les habits de deuil, d'offrir au public la réclame de Pierrot Gourmand? Vu de près, son rire n'en est pas un, c'est un sourire, un doux sourire auquel nous est loisible enfin d'appliquer les qualificatifs suspendus et flottants. Un mouvement sans cause adressé à personne. Quel as de la lancette dira pourquoi sa mine aimable est ainsi couverte de cendres, et sous l'aiguillon de quelle curiosité son sang est parti faire un tour dans les veines de quelqu'un d'autre. Aucun visage comme celui d'un comédien, pour peu qu'un peintre le tisonne avec adresse, n'affiche une aussi triomphale hésitation. Par-delà tout répertoire, il se montre parfaitement distrait. Il n'a rien du lad bizuté, rien du touriste hagard, auquel un moment d'inattention ferait croire. Ses tripes en écharpe, ramassées comme un fil d'ADN, sa tête grise noyée dans un halo de suie, il donne à Pierrot une doublure nocturne, un contrebandier de lui-même. Petite guerre ou parade, un acteur est toujours partant, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la plaisanterie. Non contente d'être sous cape, la plaisanterie en question prend tout son sel quand elle a certaines façons. Excusez du peu. Le dernier Titien, le meilleur Daumier, sur le point d'être couronné ou pendu, va-t-il sauter sur l'estrade et, prenant son bourreau par l'épaule, va-t-il se mettre à chanter sous les vivats? Ce n'est pas exclu. Merci pour cette lecture, Gilles Cornec, à vous lire, évidemment dans ce livre qui m'a paru très riche, au vocabulaire parfois recherché. On sent dans votre ton, si je puis me permettre, combien vous l'aimez, ce tableau, et je dirais même peut-être ce personnage, qu'on appelle Pierrot, qu'on appelle Gilles, dont on ne sait finalement pas grand-chose. On peut quand même dire que Watteau, né en octobre 1684, mort à 37 ans en juillet 1721, une vie assez brève, beaucoup d'œuvres, donc notamment ce tableau qui maintenant est visible au Louvre,
Pourquoi déjà ce passage? Et pourquoi, chez vous, cette passion pour ce personnage, ce tableau et peut-être ce peintre au point de sortir ce livre qui, quand même, 300 pages quoi sur un tableau. Alors, je crois que vous avez raison de souligner l'intérêt équivalent pour les trois sujets, c'est-à-dire le tableau, le peintre et le personnage. Alors, le personnage, il y a beaucoup à dire sur la typologie dont il relève, mais évidemment l'intérêt premier, le mien, c'est pour le tableau. Tableau que j'ai vu très tôt, je pense que je devais avoir 7 ans quand je suis allé au Louvre pour la première fois, j'ai donc vu ce tableau. Et puis, je crois que ce qui m'a intéressé, c'est un peu la formule de Solers dans cette 4e de couverture, l'un des tableaux les plus mystérieux du monde. Il est d'autant plus mystérieux le livre commence par la petite phrase « Le tableau n'est pas signé, il n'est pas non plus daté ». Bref, toutes les hypothèses sont permises et je ne me fais pas faute de les développer, y compris l'hypothèse soulevée par certains et soutenue vraiment, mordicus parfois, selon laquelle le tableau ne serait pas de Watteau. À partir d'une critique formelle, la manière de traiter les mains, le caractère statique de la figure, diverses données relevant de l'histoire de l'art, des choses assez pointues. Pour ma part, j'ai fait un choix clair. J'attribue d'auteur le tableau à Watteau. Du reste, il est répertorié comme tel dans le catalogue du Musée du Louvre depuis très longtemps, mais sous des noms différents. La postérité le désigne toujours, et c'est le choix que j'ai fait pour des raisons aussi qui peuvent faire rire le lecteur, mais évidemment comme je m'appelle Gilles, j'ai choisi de l'appeler Gilles et non pas Pierrot, alors que dans l'historiographie contemporaine, on dirait plutôt, peut-être même le cartel du musée dit Pierrot, autrefois appelé Gilles. Je soutiens l'idée que un nom, ça ne se change pas comme ça. Débaptiser, je prends l'exemple de la station de métro Stalingrad, ça ne se fait pas. C'est Orwell qui a beaucoup dit sur cette manie. Et Dieu sait si aujourd'hui cette manie s'est encore développée, de débaptiser les choses, de débaptiser les personnes, de débaptiser les lieux, en fonction de critères, qui sont tout à fait discutables. Pour ma part, je ne vois aucune raison de discuter le titre Gilles, bien que Watteau en personne n'ait donné aucun titre à son tableau, et que, indiscutablement, le tableau représente, met en scène plutôt, un personnage de la Commedia dell'arte qui est Pierrot. Ça ne fait absolument aucun doute. Alors voilà pour le personnage, mais j'aimerais en invoquer d'autres. Voici une liste non exhaustive des noms qu'on peut croiser dans cet ouvrage, et on vous remercie, puisque finalement c'est une balade artistique, mais aussi littéraire, qu'on fait en parcourant ces quelques 300 pages. Donc bien sûr, on a Watteau, j'ai relevé aussi Fragonard, Rousseau, Mallet-Isaac, Marivaux, Saint-Simon, Michelet, Voltaire, Marx, Antonin Artaud. La liste est longue, Madame de Maintenon et Robespierre, Claude Audran, Verlaine, Charles Nodier, Jean-Gaspard de Bureau et Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis. Ça, je pense qu'il faudra en parler. On peut citer aussi Gaspard de la Nuit, alias Bertrand. Il y a Schoenberg, il y a Baudelaire, il y a Bossuet. Voilà, vous invoquez Bossuet. On revient au cinéma avec Charlie Chaplin et Buster Keaton. Et puis, on fait un détour par les penseurs tels René Girard, des auteurs français tels Pierre Drury-La Rochelle, évidemment, avec son fameux roman Gilles, très célèbre, Piero della Francesca, Gustave Doré. Il y a André Malraux qui se promène aussi à un moment donné dans ce parcours, Gersaint, Lautréamont, Paul Morand, et puis, quand même au cinéma encore, Robert Bresson. Alors, si j'avais une question à vous poser, si on devait parler de quelques-uns de ces personnages,
sur lesquels vous arrêteriez-vous? Alors, je ne m'arrêterai sur aucun, parce que si j'ai pris la peine de les convoquer, comme vous avez dit, c'est évidemment à l'appui des idées que je développe sur le tableau, sur le peintre et sur le personnage, parce qu'il me semble que parler de peinture en termes stricts et étroits, de peinture, c'est-à-dire d'art plastique, avec l'histoire de l'art, avec, je ne sais pas moi, l'étude scientifique des ateliers du musée du Louvre, avec leur spectroscope et tout le tintouin, ce n'est pas parler d'un tableau. En revanche, il y a une réalité qui court dans toute l'histoire de l'art occidental, qui est le fait que la peinture n'est pas séparable de tout ce qui l'entoure. La peinture n'est pas séparable de la littérature. La preuve en est que les peintres n'ont pas parlé des écrivains, ça va de soi. Les peintres sont relativement peu bavards, à part Delacroix, qui s'est quand même pas mal épanché, à part Matisse, qui a pas mal parlé aussi. Mais les écrivains, parmi les noms que vous citez, il y a évidemment Baudelaire, mais les écrivains ont beaucoup parlé de peinture, et les penseurs, vous voyez, même les philosophes, vous voyez, Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, ça parle beaucoup de peinture, hein, beaucoup. Si bien que penser qu'on peut traiter d'un tableau aussi donc mystérieux que celui-là, sans faire appel à toutes les données, à cette circulation de textes, à ces carrefours de paroles diverses, à ces épanchements poétiques, à ces mises en scène cinématographiques, à cette présence sur la scène des théâtres, à cette présence récurrente dans la poésie du XIXe siècle, dans la poésie du XXe, c'est se priver de... Vous avez dit que l'amabilité de dire que mon livre était riche, je sais bien qu'il est riche, il est même profus, il est même indigeste pour certains, mais je pense que c'est pour mettre en valeur un tableau de cette stature, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il est grandeur nature, il a la taille, une taille humaine. Oui, je crois 184 cm de haut, par exemple. Voilà, c'est vraiment la figure humaine dans toute... alors après, évidemment, je vous en dirai plus sur l'expression dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire, parce que c'est ça mon idée principale, tout compte fait. Mais donc, il va de soi pour moi que lorsqu'on parle de peinture, les écrivains sont là, les artistes, les autres artistes sont là, c'est les concurrents contemporains de Watteau, les contempteurs de Watteau, les négligents de Watteau, vous nous le faites bien comprendre, les prédécesseurs de Watteau. Il s'inscrit dans, je trouve le mot très vilain, mais il a été inventé par Julia Kristeva, qui s'appelle le mot intertextualité, c'est-à-dire qu'un tableau, comme un roman, comme un poème digne de ce nom, comme un film, s'inscrivent évidemment non seulement dans l'histoire de leur art, de leur discipline propre, mais il se trouve constamment l'enjeu, le lieu de tout un tas de croisements que j'ai évidemment laissé proliférer. Prenons-en un. Parce que parfois vous êtes dur, hein. Et là, je remonte du coup à cette période dont vous venez de parler, 19e, 20e siècle, l'intertextualité. Je pense à Gustave Doré. Vous écrivez « Déplaçons-nous à 180 degrés et prenons Gustave Doré. À quoi ressemble sa transfiguration ? Moïse y fait la lecture des tables à Dieu sait quel mauvais élève. Élie est un vague bédouin. Le Christ, sorte d'ectoplasme, est en proie à un grand effort trantico-sulpicien. Il est laid à faire peur. Le tout par l'effet d'une sinistre contre-plongée, lui, comme une torche jetée dans un gouffre. » Oui. Mauriac écrit joliment que la neige des vêtements du Christ enténèbre le reste du monde. Chez Doré, c'est exactement le contraire qui se produit. Alors, je vous attendais déjà dit que vous pouviez être très dur, voire sévère. Et que faites-vous de ceux qui aiment encore Gustave Doré ? Mais je ne dis pas que je n'aime pas Gustave Doré. Je dis Doré sur... on va prendre ces trois illustrations les plus fameuses, oui. C'est-à-dire la Divine Comédie, la Bible, enfin les trois, et Don Quichotte. Bon, oui. Sur ces 3 points, Doré
allez, on va lui accorder Don Quichotte. Pour le reste, que pèsent les œuvres, les gravures de Doré qui illustrent la Bible face au trésor de la peinture occidentale depuis qu'on s'est mis à peindre des scènes bibliques, c'est-à-dire en gros, je vais dire pour être un peu grossier, mais disons depuis Giotto, je mets de côté l'art byzantin qui précède la révolution giotesque, hein. Et il en va de même pour la Divine Comédie. Si vous regardez les illustrations, notamment de Botticelli, les dessins de Botticelli, oui, et que vous mettez à côté Doré, vous voyez bien que Doré, d'abord, c'est très faible, et puis c'est surtout complètement à contresens. C'est-à-dire, et c'est bien que vous me donniez l'occasion, là, non pas de casser Gustave Doré, peu importe, c'est un illustrateur. C'est un illustrateur de très haut vol, c'est entendu. C'est pas un grand artiste pour moi. Bon, mais il condense des choses tout à fait précises dont je fais l'analyse longue, détaillée, parce qu'elle me paraît essentielle. C'est-à-dire qu'il est l'acmé d'une mainmise de ce que mon regretté ami Philippe Muret appelait le 19e-isme, la 19e-ité, sur justement ce qu'est le cœur de l'esthétique occidentale, peinture, poésie, roman, sculpture, tout ce que vous voudrez, musique, si vous voulez aussi, parce qu'il projette sur tous ces domaines les catégories du 19e, c'est-à-dire une morbidité constante, une niaiserie sentimentale, une noirceur appliquée à tout, une espèce de clair-obscur. Prenons l'exemple de Watteau, prenons l'exemple du Gilles. Qu'est-ce qui est arrivé à cette figure à partir du moment où les comédiens italiens ont été expulsés de France? Vous savez, on expulsait, après tout, expulsait les jésuites, expulsait les comédiens italiens. Peut-être que ça a à voir avec cette... je veux pas être trop dur, parce que vous allez dire que je suis trop dur avec le jansénisme. Je ne vais pas jusqu'à dire comme Claudel, on a bien fait de raser Port-Royal, mais enfin, il y a une veine gallicane qui se confond avec le jansénisme et qui a évidemment un impact, je vois Pascal sur votre table, de ce côté-là, oui. On n'aime ni le théâtre ni la peinture. Alors, parlons justement du rire, alors, puisque vous parlez du jansénisme. Nous sommes page 126, vous écrivez « Plus décisif encore, tel apparaît le texte de 1855 intitulé « De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques », soit une formule dont Baudelaire ne sait plus s'il la doit à Mestre ou à Bossuet. Citation « Celui qui est animé par l'esprit du Seigneur s'arrête au bord du rire comme au bord de la tentation. » Et là vous écrivez « Remarque, le Verbe incarné avec un grand V, qui a connu la colère et les pleurs, n'a jamais ri. Du moins, j'ai envie de préciser, ça ne nous est pas parvenu. » En tout cas, dans les Saintes Écritures, non. Cela dit, moi, je suis un grand ami, je goûte très très fort Chesterton. Oui. Et dans Orthodoxie, il est question du rire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il est question du rire de Dieu. Alors, ce rire, évidemment, n'a rien à voir avec le rire dont Nietzsche dit que c'est le sommet de la vulgarité humaine. C'est-à-dire, l'homme qui éclate de rire, c'est le parangon du vulgaire. L'homme qui éclate de rire. Et c'est vrai que Gilles ne rit pas. Bon, alors ça n'est pas parce qu'il ne rit pas que le tableau n'est pas tout entier fondé sur l'ironie, qui est une toute autre affaire. Oui. Et toute autre affaire dont le 19e que j'ai... de manière peut-être un peu schématique et un peu... vous savez, pour soutenir une thèse, il faut grossir un peu les choses. C'est-à-dire, je fais une espèce de fourre-tout quand même à propos du romantisme. Oui. Je sais bien que le romantisme, c'est toutes sortes de choses, mais disons que le romantisme dont je parle, c'est le romantisme qui s'empare
d'un certain nombre de données de l'histoire littéraire française, occidentale si l'on veut, parce que on ferait mieux de dire occidentale puisque le romantisme allemand pèse très très lourd là-dedans, qui consiste à voir tout selon certaines catégories qui sont celles de la noirceur, de la dépression, de la mort. Vous pensez à Dru à La Rochelle, par exemple? Quand vous le citez, le 6 février 34, oui. Pierre Dru à La Rochelle note dans son journal « Je vois la mort partout ». Oui, il voit la mort partout et en même temps, vous savez bien, parce que peut-être vous connaissez cet auteur, c'est le tournant de sa vie. Oui. Hein, il dit en rentrant des manifestations, il est complètement enthousiaste, il est hypomaniaque, on dirait. Transcendé. Hein. Plus que ça, il est très excité, très excité. Il trouve une excitation qu'il n'a trouvée nulle part, ni dans la fréquentation des femmes, ni dans les aquatants surréalistes, ni rien de tout ça. Il dit, à la fin de cette journée, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus que des émotions. Là où Raymond Aron, assistant à peu près au même spectacle, ne tombera pas. Bah oui, forcément. Forcément. Donc, bon, je ne sais pas si Drieux probablement, oui, il y a quelque chose dans les reliefs du romantisme, mais le romantisme dont je parle, c'est celui qui, au 19e, a considéré, d'une part, on a dit donc trois sujets, le peintre, le tableau et le personnage de la même façon. C'est-à-dire que le peintre à la lumière de ce qu'on savait, c'est-à-dire pas grand-chose de sa vie, était traité, décrit comme on disait à l'époque, un neurasthénique. Oui, vous le défendez beaucoup. Un dépressif. À juste titre. C'est-à-dire que j'essaye, toute mon entreprise consiste à essayer de le sortir de cette entreprise je vais être obligé de trouver un néologisme, de cultisation, ou de morbidification, ou de noircissement, si vous voulez. Lui-même, à partir de sa biographie, est tiré de ce côté-là, parce que, écoutez, un physique du premier quart du XVIIIe siècle, la vie n'est certainement pas drôle. Oui. Il n'y a aucun remède, vous savez que vous allez y passer, vous souffrez, vous toussez tout le temps, vous avez de la fièvre, et vous savez que votre horizon ne sera pas n'est pas très loin. Hein. Vous savez que sans compter la fameuse anecdote du blanc de Céruse. Oui, bon. On a dit ça, parce que, on pourrait dire ça, au fond, est-ce que Zurbaran est mort jeune pour avoir fait des quantités de chartreux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a mis beaucoup de blanc. Je ne sais pas s'il en est mort. Mais il y a une métaphore là-dedans. Oui. Et pour Watteau, vous nous apprenez tout de même qu'en 1716, c'est quelqu'un qui peint 70 tableaux. Voilà. 70 dans l'année. C'est très important d'insister là-dessus. C'est pas le type qui, entre deux séjours au sanatorium qui n'existait pas, fait des petits dessins. Non, il est en plein boom. Et qui déménage beaucoup. Il déménage, pour des raisons que j'ignore, mais enfin, disons que le 19e l'a présenté comme un homme triste. Il était peut-être triste, mais ce que le 19e a déduit de manière abusive, quand je dis le 19e, c'est oh là là, ça va de Théophile Gautier en passant par Nerval jusqu'à même Baudelaire d'une certaine façon, quoique vous voyez, je sors Baudelaire de cette tendance morbide. Vous savez, je cite un moment Stendhal qui dit que qu'est-ce que c'est que ce changement de l'humeur chez les aristocrates, par exemple. Sans aller jusqu'à systématiser l'idée de tolérance sur qui n'a pas connu l'Ancien Régime ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Le 19e, lui, voue un culte. Ça commence chez Werther, au fond. Oui. Au fond, ça finit mal, mais vous vous souvenez de la dernière phrase de Werther, aucun prêtre ne l'accompagnait. Donc là, on sent bien que la nuit qui va recouvrir tout le champ de l'esthétique occidentale, ça y est, on y entre. Et évidemment, j'ai voulu souligner combien, par contraste, Watteau représente la vie, la lumière, oui, la joie. Bon, alors il y a donc le peintre. Et puis le personnage, alors, Pierrot ou Gilles, peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que le 19e siècle s'est emparé de cette figure burlesque du théâtre de la commedia dell'arte, théâtre basé sur l'improvisation, la fantaisie, le burlesque.
l'a transformé en spectre. Elle l'a transformé en fantôme. Oui. On a parlé de Doré, mais on peut parler aussi, il y a un tableau de Daumier là-dessus, il y a des quantités de petits maîtres qui ont travaillé là-dessus, et qui ont traité ce personnage exclusivement sous cet angle de la dépression, de la morbidité. Manifestement, c'est pas le soleil qui l'éclaire, c'est toujours la lune, jusqu'à même Verlaine, et pourtant Verlaine, un de ses recueils s'appelle Les Fêtes galantes, c'est une dédicace évidente à Watteau, hein. Même le peintre lui-même, cette fois non plus l'homme Watteau, mais le peintre lui-même a été aussi entraîné du côté comme ça d'une vision, vous savez, c'est même pas le sfumato de Léonard, c'est une espèce de brume indécise, rien d'éclatant, rien. Même Proust fait une vanne vraiment type les grosses têtes, il dit un Watteau à vapeur. Et oui, Proust. Bon, donc il est entraîné par le 19e, sa peinture l'est aussi, le personnage. Le personnage devient d'abord noir et blanc, jusqu'à évidemment l'apothéose. Il y a deux apothéoses, il y a le succès théâtral de Bureau. Oui. De Bureau, qui est donc un mime, un grand acteur du 19e siècle, et qui a consacré définitivement l'imagerie de Pierrot, pas celui d'Auclair de la Lune, non. Puisque celui d'Auclair de la Lune, il est grivois, donc il est 19e, il est même 17e, je crois, la chanson est vraiment ancienne. Mais on peut pas dire que dans cette lignée-là, le personnage incarné justement par Jean-Louis Barrault, dans Les Enfants du Paradis, soit grivois. Ah, il est totalement romantique, le Baptiste des Enfants du Paradis. Et le voir, d'ailleurs, c'est magnifique. C'est de Bureau. Le film est un chef-d'œuvre. C'est de Bureau. C'est de Bureau, oui. C'est Baptiste de Bureau, qui a été prolongé par Jean-Louis Barrault. Il a été prolongé par son fils. D'ailleurs, Sacha Guitry a fait aussi un de Bureau 1. Ah oui. Et qu'il a joué avec son père. Je crois que c'est la seule pièce qu'ils ont joué tous les deux. Parce que De Bureau père et De Bureau fils ont maintenu tout au long du 19e siècle ce type. Là, on peut vraiment parler d'un type théâtral qui n'a plus rien à voir avec le personnage de Pedrolino de la Commedia dell'arte, qui était un personnage amusant, joyeux, fantaisiste, malicieux, qui aimait plaisanter et jouer des tours. Plus rien à voir. Donc, la personne de Watteau est tirée de ce côté-là, le personnage est tiré de ce côté-là, et la peinture de Watteau est constamment ramenée à cet imaginaire romantique qui est tout sauf gai, coloré, alors que Watteau n'est que cela. Il y a un autre exemple, c'est l'interprétation de l'embarquement pour Cythère, aussi appelé le pèlerinage à l'île de Cythère, qui peut être évidemment lu de toutes sortes de façons. Il y a deux façons classiques, toute la littérature, même Rodin a écrit là-dessus. Les personnages, il est au Louvre, il est dans la même salle que le Gilles, et il y en a une version à Charlottenbourg, à Berlin. Et les personnages, c'est comme l'hébreu ou le chinois, comme l'hébreu. Dans quel sens ça se lit? Bon. Les tableaux de Watteau ont un dynamisme propre, constant, qui fait aller l'action non pas de gauche à droite, comme dans l'écriture, la nôtre, mais à l'inverse, de droite à gauche. Si bien qu'on en a profité pour interpréter l'embarquement pour Cythère, scène, tout ce qu'il y a, selon moi, de plus riante, de plus sensuelle et de plus merveilleuse. Mais le merveilleux, vous savez, ça peut s'entendre d'un côté comme de l'autre. Oui. Vous avez le merveilleux enthousiasmant, exaltant, et puis vous avez le merveilleux dépressif, enfin le plaisir, les plaisirs d'un cœur mélancolique, comme dit l'autre. Bon, donc cette veine a été très exploitée. Moi, ce que bon, de manière un peu artificielle, mais après tout qui se défend, je la défends, d'une interprétation qui n'est ni l'une ni l'autre, à savoir, bon, l'interprétation dépressive, c'est, les personnages, l'interprétation positive, c'est les personnages partent pour l'île de Cythère, chouette, on y va, on va s'amuser, on va pique-niquer sur l'île, oui. Et puis on va se disperser dans les fourrés pour se livrer au jeu de la galanterie, etc. Soit, c'est le soir, et il va falloir rentrer à la maison, et puis on a déjà la nostalgie de cette belle journée, et puis c'est terrible, et puis là on va retrouver sa vie ordinaire.
Moi, je propose une autre hypothèse, c'est que on revient demain, et après-demain, et tous les jours que Dieu fait, on y revient. Bon, parce que c'est ça la seule vraie proposition, me semble-t-il, qui correspond à l'esprit du 18e, qu'on peut critiquer, qui est l'esprit du libertinage, mais qui est bel et bien celui de la fête galante, dont je dis que elle remonte à l'école de Fontainebleau, elle remonte aussi d'une certaine façon au 17e précieux aussi, hein, à la carte du tendre, à tout ça. La carte du tendre, au fond, c'est un prétexte à fête galante. C'est presque un siècle avant Watteau. Donc, il est l'héritier de cela. Il est l'héritier aussi, évidemment, de Giorgione. Giorgione, le peintre italien qui est on peut dire le disciple préféré de Titien, mais qui a eu lui aussi une existence brève, et qui a inventé la scène qu'on peut appeler de fête galante, le concert champêtre. Alors nous avons parlé du personnage, nous avons parlé du tableau, vous avez parlé du peintre. Moi j'ai envie de parler de l'auteur, puisque c'est vous qui êtes l'auteur de ce livre, Gilles Cornec. On voit que vous donc défendez beaucoup Watteau, à juste titre je trouve. Vous nous indiquez 3 tendances chez lui, par exemple le désir jusqu'en 1717, une avidité jusqu'en 1720, un départ pour l'Angleterre, puis l'évidence jusqu'à sa mort en 1721. Ça c'est René Huyghe, c'est pas moi ça. Enfin, en tout cas vous l'écrivez, vous dites qu'il est dans un combat contre le temps, dont il a toujours été vainqueur. On vous voit aussi vous poser une question un jour ici à Brest, vous prenez le train pour aller voir le tableau au Louvre, on se dit d'accord, à l'époque 4h30, 5 heures de train pour aller voir un tableau... Allez, faut faire le retour. Alors je me suis demandé cette question sans faire vraiment de psychanalyse, mais Watteau, Gilles, une passion ou une obsession ? Oh non, pas une obsession. Alors, une passion non plus. La façon dont vous répondez pourrait nous faire croire. Ah non, mais vous faites le psy, là, c'est le monde à l'envers, parce que moi, c'est le métier que j'ai exercé. Non, une passion, non, parce que d'abord, j'y vais pas toutes les 5 minutes. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu le Gilles. Non, c'est la volonté d'en dire quelque chose, de pas justement se contenter de la sidération. Je suis devant cette espèce d'imbécile, cette espèce d'endive, et ça me cloue le bec. Comme vous pouvez constater, ça m'a pas cloué le bec. Je dois beaucoup, alors je tiens à le dire pour 2 raisons. Je dois beaucoup à Solers dans cette affaire-là. Enfin, vous savez que Solers est choisi comme pseudonyme d'écrivain, un mot qui en latin veut dire habile, rusé, adroit intellectuellement, brillant, etc. Bon, on se demande bien pourquoi il a pris un pseudonyme qui s'appelait Joyau. Qu'est-ce qui brille plus qu'un joyau ? À un moment, je rapproche évidemment 2 objets qui se trouvent, enfin 2 objets, deux mots dont je dis quelque chose dans mon développement, qui sont le mot régent, Philippe d'Orléans, et de l'autre, l'objet, le régent, qui est un diamant, acheté par le régent, qui a ruiné. Mais même Saint-Simon l'a encouragé. Dieu sait si Saint-Simon était radin et soucieux des deniers, non pas public, le mot public aurait fait hurler Saint-Simon, tout sauf public, ce Saint-Simon. Mais j'ai fait un petit rapprochement à un moment entre Solers et Philippe d'Orléans. Il s'appelle Philippe, ils aiment les femmes, ils aiment le vin, c'était assez facile de faire ce rapprochement. Donc, j'avais lu un très beau texte de Solers dans la presse, je crois, auquel je collaborais à l'époque, sur Watteau. Et c'est probablement ça qui m'a invité à écrire là-dessus. Du reste, il a fait la 4e de couverture, puis c'est lui qui a édité mon livre. Et évidemment, je lui rends hommage puisqu'il a disparu l'année dernière. Je pense que sa liberté, sa gaieté, son intelligence manque. Voilà. Poursuivons un petit peu notre lecture de cet ouvrage, donc Gilles ou le spectateur français, à la INRF par vous, Gilles Cornec. Ce tableau, évidemment, comme tout tableau, ne parle pas. Mais il y a des tableaux qui peuvent à la fois nous parler, mais on pourrait presque entendre une musique sortant de la scène qui y figure. Et là, c'est un peu le silence. Il me semble, c'est ce que vous écrivez, on sommes un peu vers la fin de l'ouvrage. Vous parlez du personnage. Son chapeau couvre-t-il un électroencéphalogramme plat ou bien des batailles cosmiques dignes de l'Apocalypse ? Nul ne le sait. Ce que tout le monde, en revanche, peut percevoir, c'est son silence. Ce qui saute aux yeux, c'est son absence radicale. Oui, alors je reprends là, puisque immédiatement ce que vous dites m'a fait penser à L'œil écoute, qui est le livre de Claudel, le recueil de textes sur l'art.
Et puis la phrase que j'ai mise en épigraphe de mon livre, c'est-à-dire « Ce sont de tristes tableaux, ceux auxquels il est impossible de prêter l'oreille ». Alors mon but, en écrivant ce livre, c'est de prêter l'oreille à ce tableau. D'autant plus dans la gloire, et d'autant plus criante, qu'en effet, il ne dit rien, il ne montre rien qui aille de soi, et qu'il... Alors là, est-ce que c'est... Il me semble que l'entreprise, personne ne sait ce qui a présidé à cette entreprise dans l'esprit de Watteau, parce que le personnage de Pedrolino, Pierrot, Gilles, tout ce qu'on voudra, est très présent dans son œuvre. Il en a fait une trentaine qui apparaissent ici ou là, mais jamais sous cette forme. D'abord, jamais sous ce format. Oui, sous cet angle. Jamais sous cet angle. Il est souvent associé à d'autres personnages, des femmes, et toujours avec un air un peu ahuri. Comment se fait-il que ces belles filles s'intéressent à ce Benet? Il a souvent aussi une guitare dans le dos. Ah oui. Il joue de la musique, il est dans des fêtes le soir, pas souvent le soir, mais il est souvent là. Il traîne un peu comme ça dans les fêtes galantes. Il n'a pas le physique de l'emploi du galant. Hein, il n'y a pas un physique de Don Juan, c'est pas non plus le furet Casanova qui cherche une proie quelconque. D'ailleurs, je rappelle en passant que un des sommets de la joie de Casanova dans toute son existence, c'est un certain carnaval de Venise où il a choisi pour déguisement Pierrot. Et le Christ, alors là-dedans, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la représentation de Gustave Doré, on a parlé et moi le silence m'y fait penser au Christ. Alors, c'est pas ça qui m'a orienté. Ce qui m'a orienté, ce sont des éléments picturaux. Lesquels, par exemple? Alors, eh bien, moi je m'intéresse beaucoup, j'en ai touché un mot tout à l'heure, au moment précis où, paraît-il, élève de Cimabue, mais la chose n'est pas forcément attestée par les historiens, où Giotto introduit dans la peinture occidentale un certain nombre de nouveautés radicales. Et notamment, évidemment, la perspective et le fait qu'on puisse représenter des personnages du commun et qu'on sorte du caractère extrêmement figé de l'esthétique byzantine, de l'icône, en gros. Hein. Moi, je suis extrêmement réfractaire à l'usage des icônes, en général des reproductions d'icônes chez les cathos contemporains. Je suis extrêmement réservé par rapport à ça, parce que je pense que c'est une façon de se débarrasser de toute l'histoire de la peinture occidentale. L'histoire de la peinture occidentale commence à Giotto, c'est-à-dire à partir du moment où on se sort des règles de la peinture byzantine, qui ont été... il faut bien voir que la querelle des images, au début, à un certain moment de l'histoire de l'Église, donnait lieu à des décisions conciliaires. Oui, très important. Oui, non, on a le droit, on n'a pas le droit. Et puis, on aboutit, notamment du côté de Byzance, à une espèce de compromis, finalement. On a le droit de représenter, oui, mais pas n'importe comment. On a le droit de représenter dans le plan, strictement dans le plan, sans perspective. On n'a pas le droit de faire figurer plusieurs personnages. On a le droit à un certain nombre de personnages, le Christ, les apôtres, la Sainte Vierge. C'est tout. C'est tout. Dans le répertoire byzantin. Jusqu'à Cimabue, en gros, au fond, qu'est-ce qui est décisif? C'est probablement la révolution franciscaine qui a été décisive dans l'esprit de Giotto. Et en une génération, là je force le trait, je sais que c'est plus complexe, mais en gros c'est quand même ça. En une génération, on fait un peintre, Giotto. Hein, je le mets à cette place, je suis pas le seul, mais enfin c'est un peu schématique, mais c'est comme ça qu'il faut le présenter, je crois, pour voir l'enjeu. La figure du Christ devient vivante. Elle descend de sa mandorle, elle descend de son hiératisme, elle se met à vivre comme... elle se met vraiment, selon moi, alors évidemment les orthodoxes ne seront pas d'accord là-dessus, mais il me semble que c'est une certaine idée, et que ça rejoint une querelle qui est celle diophysime, monophysime. Quelle est la vraie nature de ce personnage? Est-ce qu'il est entièrement Dieu, à moitié Dieu? Est-ce qu'il est entièrement homme, à moitié homme? Ce sont des querelles théologiques qui ont couru dont vous parlez à la fin de l'ouvrage. Voilà, qui ont couru pendant des siècles. Donc, la peinture occidentale, à partir de Giotto, et notamment, évidemment, après, dans tout son déploiement chez les Florentins, les Siennois, et jusqu'à, en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, ou peut-être même jusqu'à l'invention de la photographie,
Eh bien, le Christ peut être représenté, et il peut être représenté de toutes sortes de manières, les Christ de Bellini, les Christ de... Bon, au fond, c'est toute l'histoire de la peinture. L'histoire de la représentation du Christ dans la peinture occidentale, c'est l'histoire de la peinture occidentale. Pensez par exemple au Christ en croix de Dali. Ah non, pas du tout. Non, juste pour avoir les idées plus claires. Bah, écoutez, le Christ en croix de Dali, de toute façon, Dali ne se cache pas de le faire en référence au Christ de Velázquez. Par conséquent, il n'apporte strictement rien du point de vue plastique. La question, c'est est-ce qu'on apporte quelque chose du point de vue plastique dans la représentation? Et puis, Dali le fait parce que, par ailleurs, il a une revendication post-baroque, et puis c'est pour emmerder le monde, pour emmerder ses anciens pères surréalistes. Ce qu'il a très bien fait, d'ailleurs. Il a très bien fait, et puis par ailleurs, il aimait assez aussi faire plaisir au caudillo, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles, bon, je ne discute pas de j'en sais rien, l'hypothétique foi catholique de Salvador Dali, mais du point de vue plastique, pour moi, ça vaut pas un clou. Bon, elle est bonne, celle-là. Ça vaut pas un clou pour des crucifixions, c'est quand même pas mal. Bon. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que, à un moment de l'histoire de la peinture, bon, là, je vais me mettre à parler comme Malraux, à faire des gestes, alors que je me moque tout le temps de sa façon de parler de ça. Faire des rapprochements, si vous voulez. Vous savez comment fait Malraux. Oui. Il se balade, il est avec Piero della Francesca, après il part à Kyoto, après il est chez les précolombiens, enfin bon, c'est une espèce de salade, comme ça. Bon, il y a peut-être chez moi des aspects de salade aussi, comme ça. Mais, en regardant ce tableau, on voit, me semble-t-il, deux choses. Deux choses sont tout à fait frappantes. La première, c'est qu'il est exposé aux moqueries, aux lazzi de la foule, ce qui est tout à fait normal pour un théâtreux de la Foire Saint-Germain. Hein. On peut lui jeter des légumes, puisqu'on est à la fin du marché, on peut lui jeter des légumes si on le trouve pas bon. On peut surtout se moquer de lui puisqu'il joue un personnage ridicule. Il est constamment ridiculisé par les femmes, il est ridiculisé par les pickpockets, il est ridiculisé par son maître. Il est vraiment un personnage qui, par nature, est l'objet de moquerie. Il l'est particulièrement lorsqu'il se fige devant le peintre. C'est-à-dire lorsqu'il laisse tomber ses bras. Vraiment, qu'est-ce qui est plus godiche qu'un homme dans sa verticalité avec ses bras qui pendent? J'ai travaillé longtemps à l'hôpital psychiatrique. Il y a des corps déformés par la prise répétée des neuroleptiques qui fait que les corps se présentent autrement dans leur immobilité, dans leur statisme, dans leur hébétude. Alors, le Gilles de Watteau présente cette dimension d'hébétude. En plus, il est fagoté à l'as de pique, c'est-à-dire son costume est très mal coupé, etc. En plus, son visage n'est pas maquillé. Grosse différence avec le Pierrot de Debureau, qui était tout blanc, blafard. C'est ce qu'on voit en voyant Jean-Louis Barrault. Barrault a repris ça. Mais Barrault ne rend pas tant hommage à Pierrot qu'à Debureau. Ce qui intéresse Barrault, c'est évidemment son aïeul théâtreux du 19e siècle. Revenons du coup au teint. Alors revenons. Le premier aspect, c'est il est l'objet de la moquerie d'une foule. Cette moquerie, on peut supposer qu'elle peut parfois atteindre à une certaine cruauté. Par ailleurs, on peut y lire aussi une posture où cet état d'objet de moquerie, si on veut bien lui reconnaître sa grandeur, ça devient un objet d'une moquerie fondamentale, vertigineuse, presque cosmique. Il est presque l'homme moqué par excellence. L'homme moqué par excellence. Et c'est là, évidemment, que je pose la question, qui est l'homme moqué par excellence? Et l'homme moqué par excellence, c'est l'ecce homo de l'écriture. C'est-à-dire, c'est le Christ aux outrages, qui est évidemment un sujet de peinture très ancien. Je cite tout particulièrement une gravure de Rembrandt qui s'appelle La pièce au sang florin, qui représente l'ecce homo. Il y a deux versions d'ailleurs. Hein. Et donc, il y a cet homme qui est vêtu de la chlamyde rouge, qui a une couronne d'épines sur la tête, qui a un sceptre, et puis dont on se moque de façon extrêmement cruelle. Bon, bien entendu, le Gilles peint par Watteau n'a pas de couronne d'épines, il n'a pas de manteau rouge, il n'a pas de sceptre, mais il est sur la place publique, exposé aux moqueries de la foule, et il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne se défend pas. Il n'y a pas de grand prêtre, de Pilate à qui puisse protester devant qui il puisse protester de sa situation. Il est figé dans une hébétude et il est
d'une vulnérabilité, non pas relative, mais absolue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est, pour ainsi dire, tout à l'inverse de celui-là. Son vêtement est d'une blancheur inouïe. Alors, je dis inouïe parce que, évidemment, le blanc absolu, c'est le papier machine. C'est-à-dire la neutralité chromatique totale, le papier machine. Il y aurait presque un jeu de mots à faire entre le mot inouï, jamais entendu, oui. et jamais vu. Oui, bien sûr. Puisqu'on parlait du silence ou de la musique de Stab. Jamais vu, c'est-à-dire que c'est ainsi que dans l'écriture, dans le récit de la transfiguration, c'est ainsi qu'est décrit l'habit et l'apparence générale du Christ sur le mont Tabor, dans la séquence de la transfiguration avec Moïse et Élie. Voilà. Et donc, le blanc du vêtement du Christ, qui évidemment, étant donné qu'il a l'éclat particulier qui lui a été imprimé par la résurrection, ou qui annonce l'éclat particulier de la résurrection, comme on le veut, eh bien, il n'est représentable par aucun moyen terrestre. Il est blanc, d'une blancheur qu'aucun le foulon, au fond, c'était la machine à laver de l'époque, c'est-à-dire que vous pouviez passer tout ce que vous vouliez, un drap, un linge dans un foulon, jamais vous n'auriez obtenu un blanc équivalent à celui du Christ de la Transfiguration. Et alors moi je prétends, c'est mon hypothèse, elle n'a pas rencontré beaucoup d'écho, Monsieur Rosenberg, directeur des peintures du XVIIIe siècle au musée du Louvre et ancien directeur du musée du Louvre, n'a pas pipé mot là-dessus. Il me semble pourtant que j'ai une proposition assez audacieuse. Bon, elle est peut-être tellement audacieuse qu'elle est stupide, j'en sais rien. Mais en tout cas, je prétends moi que le personnage, tel qu'il est mis en scène, et peint comme il l'est, c'est-à-dire avec un blanc d'une richesse inouïe, parce que c'est pas un blanc au sens du papier machine, c'est un blanc où il y a du violet, où il y a du jaune, où il y a du bleu, où il y a du rose, où il y a toutes sortes de blancs dans les plis de ce vêtement invraisemblable. Et donc c'est un blanc auquel seuls peuvent atteindre les grands peintres. Par la recherche. Par l'art de la peinture, par la maîtrise de l'art de la peinture, je compare avec ceux de Zurbaran. Vous savez que Zurbaran a fait beaucoup de chartreux, donc il est obligé de faire avec le blanc. Il a fait des dominicains aussi, mais il a fait beaucoup de chartreux. Et puis Manet, le premier à prétendre que le noir est une couleur, s'il prétend que le noir est une couleur, d'où la récurrence des hautes formes dans son œuvre et des habits noirs. Les blancs, c'est pareil. J'ai chez moi une repro qui quitte jamais mes yeux d'une pivoine blanche avec qui il a peint à côté d'un sécateur. Et on voit bien que le pari de Manet, c'est de trouver un blanc que tous les imbéciles qui ont fait de la peinture du XIXe siècle étaient bien en peine de trouver. Bon, après, vous avez aussi, on pourrait faire toute une histoire du blanc dans l'histoire de la peinture. Vous avez la pie de Monet, par exemple. Oui. Vous savez, cette paysage de neige, et puis sur une barrière, il y a une pie. Et cette pie, évidemment, c'est comme dans la citation de Mauriac que vous avez faite, c'est le blanc qui rend noir la pie. C'est-à-dire que, comme Mauriac dit, le Christ enténèbre. Oui. Et là, c'est ce que Watteau réussit. C'est-à-dire, il n'enténèbre pas tout ce qu'il y a autour du personnage, mais il y a quelque chose de cet ordre que ne perçoivent absolument pas tous ceux qui ont valorisé la figure du Pierrot XIXe. Et puis vous faites aussi la distinction, peut-être très simple, mais dans ce cas-là, il fallait la faire, entre la couleur et le dessin. Quand on vous lit, le dessin anticipe par mentalisation, il réalise en refusant à la technique le moindre hasard, il achève en se voulant parfait. La couleur, quant à elle, improvise avec folie, elle réalise avec joie. Oui. C'est-à-dire que, bon, ça c'est l'écho aussi, évidemment, dont Watteau était presque le contemporain immédiat. Il y a eu, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une grande querelle. C'est le siècle des querelles, Vous avez la querelle des rites chinois, vous avez la querelle du jansénisme, vous avez la querelle des anciens et des modernes, et vous avez donc, dans les arts plastiques, la querelle du coloris. Et cette querelle du coloris, avec, pour parler rapidement, deux camps, le camp des dessinateurs et le camp des coloristes. Vous avez d'un côté le camp qui est représenté par Nicolas Poussin, et de l'autre, vous avez le camp représenté par Titien et les Vénitiens, c'est-à-dire Giorgione et bon. Parce que les Vénitiens, ça se voit très clairement dans le fait que Titien attaquait directement la toile sans dessiner. Directement dans la couleur. Et donc, cette querelle est évidemment une querelle de théoriciens. Les grands artistes se fichent de ces querelles.
c'est des querelles académiques, ça se passe à l'Académie royale de peinture, mais les artistes, ils continuent leur travail, ils s'en fichent un peu. Bon. C'est-à-dire que Watteau se dit pas, moi, mais Watteau, quel est son maître en peinture? Giorgione, il ne le connaissait pas beaucoup, bon, même si ses amis Audran et tout ça avaient des gravures ou des peintures, bon, Gersaint, tout ça, ils avaient de la peinture vénitienne. Mais le grand maître de Watteau, c'est Rubens. Oui, vous en parlez. Et Rubens incarne, j'ai dit, Titien, non, le vrai grand homme coloriste. La bête noire de ces partisans plutôt du dessin. Alors, évidemment, ça nous paraît tout à fait artificiel, mais il reste aujourd'hui, par exemple, des gens encore qui disent Picasso, c'est un très grand dessinateur, mais c'est pas un coloriste, par exemple. La chose d'ailleurs est soutenable, hein. Bon. Mais, où vous avez, par exemple, les gens qui disent, moi, c'est Ingres. C'est-à-dire l'homme qui souhaitait que l'on mît à l'entrée de son atelier, ici, on enseigne le dessin. On entend bien, désigne le dessin, c'est-à-dire la pensée qui précède l'action. Hein. Et puis de l'autre, vous avez Delacroix, évidemment, l'espèce de folie colorée, cette virtuosité gestuelle, cet enthousiasme, cette fougue romantique. Avec le romantique a aussi ces côtés-là. Évidemment, Delacroix est plus un héritier de Rubens que Ingres. Ingres est un héritier de Raphaël, évidemment. Bon, c'est le dessin, bon, c'est Dürer, c'est facile. Alors, le prodige, c'est que Watteau est un très grand coloriste, mais aussi un très grand dessinateur. C'est le cas de Fragonard, par exemple. Ça vous touche? Ah ben oui, parce que ça rend tout à fait vaine cette querelle, déjà. Et puis ça prouve qu'il existe dans le domaine français un peintre qui a réussi ça. Puis qu'on peut être et l'un et l'autre. Bah bien entendu. Qui concilie tout le monde. Ah oui. Alors après, il y a des gens qui vont dire encore, au fond, Cézanne, quand Cézanne dessine, en particulier au début de son œuvre, tout le monde trouve ça pitoyable. Même Zola dit à Cézanne, mon pauvre garçon, mais change de métier, quoi. Enfin, je sais pas, tu n'y arriveras jamais, quoi. Alors que Cézanne, ce qu'il va mettre en évidence, justement, c'est le fait que Cézanne prétend, bon, il avait besoin de l'affirmer d'une manière théorique assez forte et de le développer dans son travail, notamment sur la Sainte-Victoire, c'est que dans la nature, il n'y a pas de traits, il n'y a que des différences de couleurs, au fond. Ce sont les différences de couleurs entre les objets qui font qu'ils se dessinent. Alors que dans l'idée dessinatrice, eh bien, on dessine et après on colorie éventuellement. Ça fait penser, ne serait-ce que changer de domaine, mais ça fait penser au dessin de Hergé. Ah ben lui, justement, il a choisi très clairement la question de la ligne claire, c'est une option très claire. Très claire. Du dessin. Voilà. Du dessin. Et puis en plus, là, non, ceci dit, Hergé est un très bon coloriste. Très bon coloriste, je trouve. Sauf, on le voit avec ces versions colorisées modernes qui sont tout à fait ratées, à mon avis. Ils ont colorisé les albums noirs et blancs d'une façon inepte, je trouve. Oui. Des couleurs pastel, ça va pas du tout. Et donc, dans la bande dessinée, c'est presque inévitable. Pour une raison très simple, c'est que vous avez un crayonné, après vous ancrez, et après vous avez un calque sur lequel vous appliquez la couleur. Donc le coloriage est presque inévitable. Surtout quand vous faites le choix de ne pas faire intervenir d'ombre. Vous chassez l'ombre. Chez Hergé, il n'y a pas d'ombre. C'est ça son génie. Bref. Vous voyez, on va jusqu'à Hergé. Donc, et ça illustre bien le fait, si vous voulez, que ces querelles-là, eh bien, elles sont un peu idiotes par rapport aux artistes eux-mêmes qui s'en fichent, mais elles ont leur pertinence quand on réfléchit sur les œuvres. Ça, alors, c'est vrai. Cette dernière question, parce que nous arrivons au terme de l'entretien, Gilles Cornec va pas s'adresser au psychologue clinique que vous étiez, mais elle va s'adresser au grand-père que vous êtes. Oui. Puisque vous avez dit, vous vous souvenez, vous pensez avoir vu ce tableau dès l'âge de 7 ans au Louvre, quelle a été peut-être la réaction de vos enfants et de petits-enfants si ou quand vous leur avez montré, et mis à part ce livre de 300 pages et toute notre discussion, comment pouvez-vous présenter verbalement ce tableau à ceux qui vous sont chers? Ah oui, ça c'est curieux comme question, mais c'est bien, ça me plaît. Ne pas développer en 300 pages. Hein. Non, mais alors d'abord, c'est dire j'ai vu ce tableau à l'âge de 7 ans, c'est parce je suis pas allé à Paris pour voir ça à l'époque. La seule chose que j'avais envie de voir, j'avais un peu, je vais pas dire des goûts de chiottes, mais j'avais le goût, au fond, d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il a trouvé beau en venant à Paris? Il est venu à Paris, vous savez, en 40, là. Oui, on le voit au Trocadéro. Voilà, au Trocadéro, il a trouvé beau le musée d'art moderne, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus laid à Paris, et il a surtout voulu voir le tombeau de l'empereur. Moi, à 7 ans,
J'allais voir les Invalides, ces évidemment. montagnes de porphyre rouge. C'est ça que je voulais voir. C'était pas Watteau. Cela dit, j'ai vu la peinture aussi. Bon, tant qu'il m'en est resté quelque chose. Après, comment présenter? Écoutez, moi, j'attends que, bon, l'aîné de mes petits-enfants à 14 ans, il lit beaucoup. Donc ça me plaît. Et les autres lisent aussi beaucoup. Je suis enchanté de ça. Mais évidemment, le livre n'est pas accessible aux enfants. C'est pas un livre pour les enfants, si je puis dire. Le tableau, je ne sais pas comment leur dire. Rien. Regardez et puis dites-nous ce que ça vous inspire. Cela dit, dans mon bureau, il y a donc une reproduction de Gilles. Puis à côté, il y a une photo prise de moi à peu près à cet âge-là, où j'ai eu comme panoplie pour Noël un costume d'officier de marine, et je me tiens tout à fait comme le Gilles avec les bras qui pendent et j'ai l'air niais. Et donc, il y a peut-être en effet une trace de cette figure-là. Cela dit, toute personne qui pense à elle-même devant son miroir ou moi je dirais dans son hébétude fondamentale. Si vous voulez, je fais référence aussi dans le livre à, par exemple, je pense que le Gilles, bon, oui, vous avez parlé de Drieux, mais tous les grands héros, Gilles Blas de Santillane ou bien Don Quichotte, Frédéric Moreau, l'éducation sentimentale, Monsieur K, de Kafka, Bardamu, le prince Mnouchkine, a fortiori, sont des idiots. Et le petit prince de Saint-Exupéry? Ah, c'est pas un idiot, c'est ce que je lui reproche. Non, là, c'est pas mon rayon. D'abord, parce que je trouve que là, on est dans une mythification de l'enfance, et c'est un livre d'adulte, je trouve. Bon. Mais en tout cas, on peut faire une histoire de la littérature en tournant exclusivement autour de personnages qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. L'histoire du roman. Ah, vous voyez, le premier roman, c'est Don Quichotte, en gros. Il est un petit peu largué dans le monde. Hein. Et le Gilles de Don Quichotte, c'est pas Sancho Panza, parce que Sancho Panza, c'est le bon sens, populaire. Oui. Ça n'est pas la tristesse non plus. Non plus, et puis c'est les pieds sur terre, et puis c'est l'homme qui a des plaisirs vulgaires, c'est-à-dire boire, les filles, etc., les cabarets, et puis voilà, ce qui l'intéresse. Il ne comprend strictement rien à la folie chevaleresque de Quichotte. Merci beaucoup, Gilles Cornec. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, ma voix a tenu. Voilà, je n'ai pas fini comme Janis Joplin, si vous voulez, qui a crié pendant des années, puis à la fin, il n'y avait plus de voix. Il était peut-être le temps qu'elle meure, parce que la voix était partie. Transfiguré dans le fameux tableau Le Cri, dont on n'entend rien. Oui, c'est ça, voilà. Alors, rien n'est plus éloigné de Watteau que Munch.